commencer ce webinaire dédié à la santé mentale des femmes en situation de précarité. Donc, merci à toutes et tous de vous être connectés aujourd'hui. Donc, je suis Charline Bargan, je suis chargée de mission à la Fédération des acteurs de la solidarité, donc sur les questions de santé. Donc, très rapidement, notre fédération se compose de plus de 900 adhérents qui représentent plus de 2000 structures. Donc, auparavant, historiquement, nous accompagnons les professionnels et les bénévoles et personnes concernées sur l'insertion, le logement et l'hébergement, et dans le souci de répondre aux besoins et toujours dans l'accompagnement global des personnes. Nous sommes du coup ouverts à d'autres sujets comme l'insertion par l'activité économique, les droits des femmes, les addictions, la justice, etc. Et notamment la santé. Donc aujourd'hui, le webinaire s'inscrit dans un cycle qu'on a lancé il y a 2 ans. Le premier webinaire était sur la santé mentale et la précarité. Ensuite, il y a également eu sur la population jeune, la population des personnes migrantes, réfugiées et exilées. Plus récemment, sur l'insertion par l'activité économique, tous ces webinaires-là peuvent être retrouvés sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale des femmes en situation de précarité. Cela fait notamment suite à un plaidoyer qu'on a pu présenter le 12 mars, qui est dédié à la santé des femmes, où on a pu faire un focus sur la santé mentale. Donc, ce qui a pu également être révélé au cours de cette écriture qu'on a pu faire avec ma consoeur Marine Melberg et également les groupes d'appui nationaux qui sont composés en fait des adhérents de la fédération sur différents axes qu'on pourra vous parler. Vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet. C'est que sur la santé mentale des femmes, il y a encore peu de choses. Ça a été souligné par exemple dans le dernier rapport élaboré par la Haute Autorité de Santé sur la grande précarité et les troubles psychiques, qui complexifie les stratégies, que ce soit l'accompagnement, en tout cas l'élaboration des politiques publiques sur encore l'accès à la prévention et aux soins, qui est basé sur des modèles de référence masculins. Donc, sans plus attendre, pour précision, comme il a été écrit dans le chat, vous avez accès pour interagir. Donc, il y aura à chaque fin de présentation un moment d'échange. Donc, vous pouvez poser vos questions de manière assez claire et concise pour qu'on ait le temps de prendre le plus possible. Et n'hésitez pas aussi à signifier qui vous êtes, pour savoir d'où vous parlez. Donc, avant de passer la parole à Aurélie Talente, pardon, je vais vous proposer un tour d'écran. Vous avez une visibilité des participantes qui ont bien voulu intervenir pour notre webinaire et qu'on remercie par ailleurs. Donc, je vais passer la parole en premier pour se présenter à Marine Malberg. Bonjour, je suis Malberg Marine, je suis chargée des questions droits des femmes et prostitution pour la fédération au siège. Pardonnez-moi, quelqu'un indique qu'il ou elle n'entend pas le webinaire. J'espère que ce n'est pas le cas pour d'autres participants, participantes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer via le chat que vous entendez bien? Parfait. Merci. Je vais laisser la parole à Charline. Dans l'ordre, Aurélie Talon. Oui, bonjour, je suis Aurélie Talent, je suis psychiatre dans une EMBP, une équipe mobile psychiatrie précarité qui s'appelle l'équipe Mars à Marseille. Et par ailleurs, j'ai un travail de recherche et j'ai travaillé sur un chez soi d'abord et sur d'autres programmes pour les sans-abri à Marseille. Merci. Maïla. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maïla Marseille, psychiatre et psychothérapeute et coordinatrice nationale du pôle santé mentale du COMED. Merci. Sarah. Bonjour, je suis Tara Dubo, je suis psychologue et directrice adjointe de l'association Femmes à Cherbourg dans la Manche. Merci. Et Meryl. Bonjour à toutes et tous, je suis Meryl Farsi, je travaille au sein de la plateforme Femmes de Nantes, de la TEDEC. Je suis CISP, donc conseillère en insertion sociale et professionnelle de formation à travailleuse sociale. Merci. Et j'ai juste oublié de vous rappeler comme ce cycle, il y a 4 webinaires cette année qui seront prévus. Le prochain, ça sera sur le logement et la santé mentale le 11 juin. Et il y en a d'autres qui sont en cours de... On est en train de fixer les dates,
Il y en a un qui sera dédié à la santé mentale des intervenants et intervenantes sociales et sociaux, du coup, vers octobre-novembre, et un dernier sur la santé mentale et justice, donc à déterminer si on fait sur les personnes sortantes de prison ou placées sous main de justice. Donc voilà. Donc je vais pouvoir passer la parole à Aurélie Talent pour vous présenter la santé mentale de manière plus globale avant d'entrer sur des populations spécifiques. Pardon, je remets mon son. Oui, voilà, donc je vais vous parler un petit peu, une vision peut-être un peu globale, un petit peu peut-être santé publique, sur cette question du sans-abrisme féminin et des troubles psychiques. Ah, j'arrive pas à avancer. Voilà. Donc le contexte, je pense que d'autres en parleront mieux que moi, mais c'est cette augmentation progressive du sans-abrisme féminin. Donc je vous ai mis un tableau en dessous, là, qui est un tableau d'un recensement qu'on fait à Marseille qui s'appelle ASAB. Et c'est un recensement qui a l'avantage d'être fait toujours de la même manière. Donc il est assez fiable et il est sorti, les résultats sont sortis de 2022, sont sortis hier. Et je voulais vous montrer cette féminisation très concrète, en fait, de la question des femmes sans abri. Vous voyez, en 2011, premier recensement à SAB. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, ok. Donc en 2011, il y avait 14% de femmes parmi les sans-abri et en 2022, mais on est quasiment à 25% des femmes sans-abri à Marseille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très significatif, qui se confirme année après année. Il y a donc Maryse Marpsa qui avait écrit un petit peu déjà sur le sujet en parlant un peu de tous les facteurs qui pouvaient contribuer à cette féminisation des sans-abri avec des changements sociétaux profonds. Et puis plus récemment, Stéphanie Van Den Toren qui avait pointé aussi un défaut d'accueil des familles dans le système d'aide. Alors, j'arrive à passer mes diapositives. Voilà. Donc historiquement, l'offre de services, elle était plus développée pour cette population, puisque c'est les femmes marginalisées qui avaient été les premières populations prises en charge par les institutions, d'abord religieuses et puis après laïques et publiques. C'est Michel Foucault qui en a parlé dans les années 70, voilà, dans, je crois, Histoire de la folie. Donc c'était historiquement une offre développée, mais comme l'a montré Stéphanie Van Den Toren, il y a une abondance qui est de plus en plus relative. On peut quand même dire, c'est nous en tout cas ce qu'on constate sur le terrain, que les femmes sans abri, c'est celles qui échappent au dispositif, plus peut-être que les hommes. Donc soit du fait de troubles psychiques plus importants, soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions liées au dispositif, mais on a comme ça un certain, des populations vraiment très spécifiques. Le sans-abrisme féminin, c'est un sans-abrisme sur lequel on a peu de données, puisque les femmes, elles sont toujours plus débrouillées que les hommes, moins dépendues du système, parce que plus vulnérables dans la rue. Et on parle d'un sans-abrisme caché pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes, en effet, qui échangent, peuvent être hébergées par des proches, qui ne sont pas comptabilisées facilement dans les chiffres. Les femmes, elles peuvent se camoufler plus souvent, elles peuvent avoir des stratégies pour échapper, pour pas être dans l'espace public. Aussi parce qu'elles ont un sentiment de honte. On a pu montrer dans des études que ce sentiment de honte, il était encore plus développé parmi les femmes que parmi les hommes, du fait d'être sans-abri. Et on a donc ce sans-abrisme qui est probablement, enfin, très sous-estimé par rapport aux chiffres qu'on a et qui est peu connu, puisque ces femmes qui peuvent échanger des services sexuels contre un hébergement, on voit que c'est des chiffres très importants, hein, c'est des chiffres anglais qui avaient été produits. Donc le fait d'être hébergé contre son gré, donc dans la grille ethos, les grilles européennes, c'est considéré hein, comme du sans-abrisme. Quand on n'a pas le choix, quand on est hébergé à défaut d'être hébergé ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est lié au sans-abrisme. Les autres stratégies d'adaptation pour ces femmes, c'est aussi l'abus de substances. Ça peut être le fait de choisir des compagnons un peu contre son gré, des compagnons d'infortune, de se mettre à l'abri d'un certain nombre d'hommes, même à l'extérieur.
de se camoufler. Il y a vraiment un camouflage. Nous, on a l'habitude, en tant que MPP, de repérer ces femmes et l'autre jour, j'ai fait une maraude avec les sénatrices qui sont en train de faire un rapport. Et en fait, nous, on repère tout de suite ces femmes. Mais elles auraient jamais repéré que c'était des femmes sans abri. En fait, il y a des petits indices comme ça. Mais par rapport aux hommes, elles ont des stratégies bien plus poussées. Et puis l'incurie. Alors ça, on le voit beaucoup aussi pour ces femmes. Le fait d'être très sales leur permet aussi de maintenir une certaine distance par rapport aux hommes, euh, parce qu'elles sont beaucoup victimes d'abus dans le monde du sans-abrisme qui est essentiellement masculin. Ça, c'est par rapport au sans-abrisme et les femmes en général. Si on regarde par rapport aux troubles psychiques et aux sans-abri en général, donc j'ai été chargée des recommandations santé mentale, grande précarité et troubles psychiques. Donc on parlera un petit peu à la fin. Et on a produit ce tableau à partir des revues de la littérature et des méta-analyses par rapport à la prévalence dans la population sans-abri des troubles psychiques. Et on voit par exemple que la schizophrénie est 10 fois plus répandue parmi les personnes SDF que dans la population générale. Les troubles bipolaires, un ratio également de 10. Les troubles de stress post-traumatique, 10 fois plus également. Et beaucoup de pathologies sont vraiment surreprésentées. Par exemple, les doubles diagnostics, près de 50 fois plus que la population générale, c'est-à-dire le fait d'avoir à la fois un trouble psychique et une addiction. Donc, on a une population qui souffre vraiment de troubles psychiques. Au moins un trouble psychique, dans les revues de la littérature, on le retrouve chez près plus de 75% des personnes avec au moins un trouble psychique. Et une spécificité qui est la notion de multimorbidité psychique. Ça veut dire le fait d'avoir plusieurs diagnostics euh, psychiatriques. Euh, et j'attire aussi votre attention sur la comorbidité entre les troubles de stress post-traumatique et l'utilisation des substances, un lien qui est vraiment retrouvé. Mais on a très peu d'études spécifiques sur les femmes. On a quand même, donc si j'ai extrait quelques chiffres qui concernent les femmes, donc on a plus de troubles psychiques sévères parmi les femmes que parmi les hommes, en particulier des troubles anxieux. Ça, c'est dans l'étude Samantha, c'est une étude française qui commence à être ancienne, qui est en train d'être réactualisée. Mais pour autant, voilà, c'est les derniers chiffres qu'on a et on voit une prévalence supérieure de troubles psychiques sévères parmi les femmes versus les hommes. Et puis, dans la littérature internationale, une particulièrement grande importance des troubles de stress post-traumatique. Et le message vraiment qu'il faut retenir, c'est tout ce qui est lié à la violence, en fait. La violence omniprésente dans l'expérience des femmes, les troubles de stress post-traumatique en sont une des traductions. Donc, dans l'étude française, donc NFAMS, on voit que les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables. Elles ont aussi vécu beaucoup de stress. Donc, dans l'étude NFAMS, on voit que 75% des mères d'Afrique centrale rapportaient plus d'un événement traumatique. Et 25% plus de 6 événements traumatiques. Plus on vit d'événements traumatiques, plus on a de risques de développer un trouble de stress post-traumatique. J'ai pu, moi, me pencher sur les troubles psychotiques sévères, donc avec des personnes qui avaient des diagnostics de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Et on a pu montrer aussi que ces femmes, elles étaient très différentes des hommes sans-abri, qu'elles n'avaient pas les mêmes trajectoires, qu'elles vivaient beaucoup hébergées par des personnes. On a pu retracer un peu leur parcours et on a pu montrer à quel point elles étaient victimes de traumatismes et à quel point ces victimations-là, donc anciennes, avec des troubles de stress post-traumatique, des vécus violents dans leur vie, aussi récentes, les 6 derniers mois, on avait plus de femmes qui étaient victimes de tout un tas de violences que les hommes, et que toutes ces violences avaient un impact direct sur leur qualité de vie, sur les éléments dépressifs, et on l'a vu, elles sont plus à risque de dépression que les femmes, et sur le suicide.
Complexité supplémentaire pour ces populations psychotiques. Donc là, on n'est pas sur toutes les femmes, on est vraiment sur une population schizophrène, bipolaire. Des difficultés de prescription, difficultés d'observance, probablement parce qu'il y a des altérations, en tout cas, moi, ce que je peux voir dans mon expérience clinique, des difficultés à prendre des traitements, des fois des mauvais effets, des effets secondaires, une tolérance plus faible aux effets secondaires, mais aussi une crainte d'être assoupi par la médication et de s'exposer à des violences, donc la vulnérabilité et une difficulté en plus de prescription de ces personnes, ce qui a pu nous... Et on a pu, avec le programme Chez Soi d'abord, avoir des beaucoup meilleurs résultats pour ces personnes, en particulier de pouvoir faire des prescriptions que les personnes pouvaient suivre puisqu'elles étaient plus exposées dans la rue ou dans des hébergements précaires. Donc, dans le cadre du groupe Grande précarité et troubles psychiques à l'autorité de santé, on a fait une revue de la littérature sur les expériences des personnes sans domicile avec des troubles psychiques. Et on a pu mettre en évidence, avec des méta-analyses, donc vraiment des études, des revues de la littérature, des compilations d'études, le fait que, à quel point l'expérience de la survie, les besoins vitaux étaient non satisfaits dans la rue et à quel point il y avait beaucoup de renoncements. Ça, c'est au-delà des femmes, hein. Je voulais vous parler d'un point, l'adaptation à la survie. Quand on a des troubles psychiques, je parle là des troubles psychotiques. On a besoin d'y consacrer beaucoup de ressources en fait pour s'adapter à ces hallucinations, ces vécus particuliers. Quand on est dans la rue, on a besoin de ressources psychiques pour survivre. Et dans un article, donc c'est l'article de Karadžov en 2020, une compilation d'articles sur le sujet, Karadžov montre que c'est pas possible de s'adapter à la fois aux troubles psychiques et à la survie. Et il montre que le fait d'être, et de manière générale, l'être humain va s'adapter d'abord à la survie avant de s'adapter aux troubles psychiques. Et c'est ce qui explique que les personnes qui sont dans la rue avec des troubles psychotiques, on ne les compense pas en fait. Et leurs ressources psychiques sont entièrement adaptées sur la survie et non sur les expériences psychotiques. Non, parce qu'on se demande souvent, quand on voit les personnes dans la rue très délirantes, pourquoi ces personnes sont tellement délirantes dans la rue, en fait. Et ça, c'est une des explications. Euh, L'expérience de la violence, je vous l'ai dit, c'est vraiment la chose qu'il faut impérativement retenir. Cette expérience de la violence, elle est omniprésente à plusieurs niveaux. D'abord dans l'enfance, on a beaucoup d'abus sexuels qui sont liés avec ces troubles psychiques à l'âge adulte, tout type de troubles psychiques. La violence du partenaire, souvent retrouvée dans les parcours. La violence dans la rue, qualifiée de normative hein, par les chercheurs. On estime qu'au bout d'un an, une femme a 100% de chances d'avoir été violée, quel que soit son âge et quel que soit son degré d'incurie. Tout- il y a vraiment une normativité de la violence dans la rue. Et puis, violence institutionnelle avec une difficulté à comprendre les réactions des personnes. Dans la rue, les comportements qui sont valorisés, qui vous permettent de survivre, c'est des comportements d'agressivité et de violence, parfois. Or, dans les institutions, ces comportements ne sont pas compris. Ça génère des incompréhensions et c'est important de se former à qu'est-ce que c'est un traumatisme, qu'est-ce que ça peut générer comme type de comportement, comment les troubles psychiques peuvent altérer la relation et comment les traumas peuvent altérer la relation, quels sont les rapports de méfiance qui peuvent s'installer et comment est-ce que on peut réagir en face. Et tout ça, le besoin de compréhension de ce contexte traumatique, il est très important pour les gens qui reçoivent ces publics. Donc les femmes sont beaucoup plus victimes hein, de tout ça, c'est pas spécifique aux femmes, mais bien plus marqué du côté des femmes. Donc le besoin de sécurité personnelle, il est particulièrement important également. Alors, j'essaye de passer.
Hop. Et puis enfin, les personnes qui ont des troubles psychiques et qui sont sans abri, elles ont besoin de relations, de confiance. Ce ne sont pas faciles pour des gens qui sont traumatisés. Elles ont besoin du soutien d'un conjoint, d'une sexualité, mais qui n'est pas forcément autorisée dans les centres. Et la sexualité, c'est dans la littérature sur les personnes qui ont des troubles psychiques et qui sont sans abri, un des facteurs de rétablissement. Euh, de la même manière, il y a beaucoup de stigmatisation. Donc la stigmatisation pour les gens qui ont des troubles psychiques, elle est double. Pour les femmes, elle est encore plus importante à cause du phénomène de honte. Il y a la stigmatisation liée aux troubles psychiques, la stigmatisation liée à la situation de sans-abrisme et le fait d'être une femme. Tout ça, ça se cumule et ça accentue ce vécu de déshumanisation, de différence de pouvoir, d'impuissance. Le rôle des pères aidants, en particulier pour ces jeunes femmes, est particulièrement important. Nous, on travaille dans notre équipe avec des pères aidantes qui ont elles-mêmes vécu la rue et c'est très important pour avoir une identité plus positive et sortir un peu de cette stigmatisation. La FENSA a émis un certain nombre de recommandations sur ce qu'il faudrait, ce qu'il conviendrait de faire par rapport aux femmes. Donc, de proposer des espaces uniquement pour les femmes, de travailler à partir des modèles d'autonomisation sur les forces, leur donner le choix. C'est tout un tas de stratégies qui sont aussi, quand on a vécu des traumatismes, on se sent impuissant, on se sent démuni. Et donc, le fait de redonner le choix, de redonner de la confiance, de la force, c'est des choses qui se travaillent, qui sont très longues, mais qui sont vraiment très importantes. La sécurité, être conscient de l'insécurité des personnes, anticiper tout ce qu'elles peuvent imaginer. Par exemple, certains espaces sont très traumatisants pour les personnes. Réfléchir à quelque chose qui soit accueillant pour les personnes qui ont des traumatismes. Le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre, le fait de grands couloirs, le fait que ça soit compliqué à comprendre, qu'on puisse pas facilement sortir, tout ça, c'est des choses qui ont un impact sur les gens qui ont des traumas et des troubles psychiques. Le fait de former les équipes aux effets du trauma, c'est quoi le trauma, c'est quoi les effets du trauma, comment est-ce que je peux mettre à la place d'une personne qui a des traumas pour réfléchir à l'environnement et la manière dont j'accueille les personnes. Après, il y a toute cette histoire de diversité des situations. Les femmes sans abri, c'est à la fois les femmes psychotiques dont je vous ai parlé, qui sont isolées avec des gros troubles psychiques à la rue, c'est aussi des familles qui ne peuvent pas rentrer dans les centres d'hébergement. Tout ça, c'est des personnes qui se prostituent. Tout ça, c'est des situations très différentes. Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a une diversité de situations auxquelles il faut pouvoir répondre de manière adaptée. Et puis, valoriser la voix des personnes pour lutter contre la stigmatisation, pour être dans ces logiques d'empowerment. Et puis, je vous renvoie vers les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, Jean-Marc Antoine était le représentant de la FAS, était le représentant de la FAS dans l'élaboration de ces recommandations. Elles viennent d'être publiées donc, en janvier. À l'intérieur, il y a un argumentaire dont je me suis occupée, et puis un état des lieux des pratiques en France, une recommandation de bonne pratique, une synthèse, des fiches outils. Il y a une fiche outils pour les équipes sociales qui peut peut-être vous intéresser particulièrement. Et puis, euh, ah, les recommandations, je ne sais pas combien de temps il me reste, est-ce que j'ai le temps pour faire un focus sur les recommandations ou pas? Charline? Euh, Très rapidement. D'abord, l'approche globale avec l'accès à un chez-soi et un accompagnement clinique et social adapté aux préférences et choix de la personne. Donc, les recommandations de la HAS, elles sont comme d'habitude basées sur un argumentaire scientifique. Donc, on a sélectionné que les meilleurs articles de la littérature scientifique. C'est avant tout ça, et puis une recommandation avec des groupes d'experts et puis un certain nombre de relectures. Donc, si arrive en premier l'accès à un chez-soi avec un accompagnement adapté aux préférences et choix de la personne, c'est parce que c'est ce qui est le plus renseigné dans la littérature scientifique. Aller vers les personnes et leur garantir un accueil inconditionnel, ainsi qu'une réponse rapide aux besoins fondamentaux. Assurer
Ensuite, les interventions doivent prendre en compte l'impact des traumatismes, donc on en a parlé, mais c'est vraiment très important. Promouvoir les approches santé sur le pouvoir d'agir, ça rejoint les recommandations de la FENSA. Proposer un suivi pluridisciplinaire, c'est retrouver dans toutes les études des équipes qui peuvent intégrer des pères aidants, mais la pluridisciplinarité, des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, c'est voilà, entre les différents acteurs, un travail tous ensemble. Chacun isolément, on ne peut pas faire grand-chose, mais en se réunissant, on a tous un petit bout de la solution. C'est des problématiques complexes. Il faut travailler ensemble, s'adapter aux vulnérabilités spécifiques. On a essayé un petit peu de parler des vulnérabilités des femmes, mais on a vu qu'il y avait tout un tas de types de populations qui ont certaines vulnérabilités spécifiques. S'appuyer sur le principe des réductions des risques et des dommages. Il y a beaucoup d'addictions qui sont comorbides avec les personnes qui ont des troubles psychiques, donc il faut impérativement intégrer des principes de réduction des risques à l'intérieur des prises en charge. L'accès au droit, c'est une des choses aussi qui ressort de manière très forte de la littérature. La lutte contre la stigmatisation, la lutte contre les discriminations, ça peut être fait à l'intérieur des structures, c'est aussi très important. Le repérage précoce des troubles psychiques, la réponse au plus tôt, serait plutôt même en amont. Anticiper les crises psychiatriques et puis développer des réponses à la hauteur des besoins. Donc il y a une fiche outil qui s'adresse au pouvoir public pour vraiment dire qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est la pénurie d'offres et que actuellement, il n'y a pas, donc c'est pas habituel dans les recommandations de la HAS d'avoir une fiche outil pour les décideurs publics, mais je pense que c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout de réponse à la hauteur des besoins. La coordination sur le territoire et la formation. Et on a fait un petit schéma. Donc, je vous renvoie vers ces documents où il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne. Et puis maintenant, je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup Aurélie. Donc oui, il y a eu quelques réactions dans le chat pendant ta présentation. Euh, la première, il y a donc Élise Kélénec qui est dans le champ de la promotion de la santé. Elle demande, est-ce que la féminisation du sans-abrisme serait la marque d'une augmentation générale des violences dans l'enfance, ou d'autres causes sont identifiées? Bah, on a peu de données, hein. Les pistes qu'on a, c'est euh, la transformation sociétale, les personnes qui restent moins en couple, en fait, plus de personnes isolées, un isolement un peu général. Avant, plus, les personnes restaient dans les familles. Aujourd'hui, les personnes sont plus isolées. Je sais pas si... moi, j'ai rien de... J'ai pas, en tout cas, de littérature en mémoire qui soit liée à ça. Mais en tout cas, le sans-abrisme et les abus sexuels dans l'enfance sont liés aux troubles psychiques, sont liés au sans-abrisme. Ça, c'est certain. Mais voilà, on pointe surtout des causes comme oui, le fait qu'il y a de plus en plus de familles migrantes qui n'entrent pas dans les dispositifs. Plutôt ce genre de choses qui sont mis en avant, des facteurs macro, le déficit de logement, le fait que ça soit de plus en plus difficile de se loger, de trouver un emploi pour les femmes. Merci. Là, je vais pouvoir centraliser deux questions qui portent par rapport à la mixité dans les structures. Donc, la première, c'est au regard de ces phénomènes de violence et besoins de sécurité. Avez-vous des éléments qui concernent la mixité au sein des établissements et également donc, Solia en Provence qui va ouvrir une pension de famille avec la question justement uniquement un public féminin ou mixte. Marine a pu également partager ce qu'on a pu comporter avec la Fondation des femmes, une recherche sur la mixité avec un projet Un abri pour tous. Oui, alors c'est une question qui est très intéressante et qui revient souvent. De manière à garantir la sécurité, les femmes préfèrent souvent être dans des endroits qui sont non mixtes. Mais ça pose des questions d'un certain paternalisme aussi qui est souvent... enfin voilà, que c'est assez contrasté les études qu'on a. Et c'est aussi un des éléments de la littérature qu'on a, c'est par exemple l'accès à un chez-soi.
l'accès à un domicile, à un appartement, ça permet de pas, enfin, d'échapper à ces écueils. Mais en même temps, les femmes, quand elles vont dans des appartements privés, elles peuvent aussi être exploitées dans ces logements privés et elles peuvent aussi être euh, victimes de violences à l'intérieur de leur propre logement. Donc, la pension de famille, pour des femmes qui le souhaitent, c'est un dispositif, en tout cas pour un certain type de femmes, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est du logement personnel, mais c'est du logement personnel entre femmes qui l'ont choisi. Donc, avec une non-mixité choisie. C'est de plus en plus, en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment portées au niveau de la FENSA. C'était une des recommandations, hein, des espaces gérés par les femmes pour les femmes, pensés avec les femmes. À Marseille aussi, il y a un certain accueil de jour qui a été ouvert pour des femmes, par des femmes, et elles ont, par exemple, exprimé le besoin d'avoir un accueil spécifique encore pour les femmes, les familles. euh, Séparées de ces femmes très marginalisées avec des troubles psychiques. Il y a encore à l'intérieur de cette spécificité une nouvelle spécificité. Et après, c'est sûr qu'on peut multiplier les dispositifs à l'infini, ou alors on peut essayer d'agir plus tôt et de faire de l'accès au logement. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Je vais passer la main maintenant à ma sœur Marine pour la suite. Oui, je me permets d'ajouter ce qu'on a porté donc il y a 3 ans. On a créé en fait donc ce projet Un abri pour toutes qu'on essaie toujours de se faire financer, qui est l'objectif donc d'améliorer les conditions de vie des femmes en situation de précarité dans les structures d'hébergement mixtes, mais pas que. Il y a aussi l'accueil des femmes dans les accueils de jour mixtes. Et ce beau projet qui a vu le jour, en tout cas et qu'on souhaite essaimer au niveau national, porte à la fois sur l'amélioration en fait du repérage des femmes victimes de violences, puisque bien souvent on se rendait compte qu'on ne posait pas la question, les professionnels n'osaient pas ou ne savaient pas poser la question. Deuxièmement, il y a la question de l'amélioration des conditions de vie des femmes, donc repenser l'organisation spatiale à la fois pour les femmes, les familles, donc permettre effectivement peut-être la création d'ailes familles ou ailes femmes. Il y a aussi le fait de penser le vécu dans les structures d'hébergement, puisque malheureusement, comme vous le savez toutes et tous, les personnes ne restent pas que quelques semaines ou quelques mois. Aujourd'hui, elles s'inscrivent dans la durée, ça devient en quelque sorte du logement alors que normalement, c'est pas fait pour. Et il y avait aussi repenser donc les prestations accordées pour les femmes, donc qui portent aussi sur, par exemple, des kits hygiène spécialisés, des kits à destination des bébés. Et il y avait aussi le vécu dans les lieux mixtes, organisé le vécu dans les lieux mixtes, type salle, quand il y a une restauration, donc la salle de restauration collective, ou encore les lieux de vie où il peut y avoir la télé, comment on pense cette mixité et comment on y travaille, voilà, afin d'améliorer les conditions de vie des femmes qui y vivent. Puisqu'aujourd'hui c'est un fait, il n'y a pas assez de structures d'hébergement spécialisées en non-mixité. Puis il y a aussi beaucoup de familles. Et c'était aussi cette problématique de femme victime de violence. Si elle est en couple et qu'elle arrive dans la structure d'hébergement, comment on individualise aussi cet accompagnement. Et pour terminer, c'était via ce projet Un abri pour toutes que j'ai pu indiquer dans le chat, nous avons formulé des recommandations à destination des professionnels sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Par exemple, on défend le fait de la nécessité d'avoir un référente violence faite aux femmes ou égalité femmes-hommes au sein de la structure. Voilà, qui pourrait coordonner ces activités et aussi organiser les partenariats sur le territoire et améliorer les conditions d'hébergement, entre autres, et des recommandations à destination des pouvoirs publics. Bon, pardonnez-moi, je tenais à revenir sur ce beau projet. Donc, dans cette seconde partie, on a souhaité justement avoir une approche plutôt populationnelle, puisque comme vous le savez, les femmes, au regard du fait d'être femmes, au regard de leur genre, de leur sexe, des violences subies et des cumuls vécus de précarité différenciés, rencontrent des problématiques spécifiques liées à leur santé mentale. Donc nous aurons notre première intervenante, Sarah Dubos, qui va intervenir sur l'impact des violences conjugales sur la santé mentale des femmes. Notre seconde intervenante, Maïla Marsaglia, pardonnez-moi, qui va intervenir sur les besoins spécifiques des femmes étrangères liés à la fois aux violences vécues lors du parcours d'exil, mais également les violences spécifiques en termes de genre et de discrimination.
qui nécessite bien évidemment un accompagnement à la santé mentale spécialisé. Et pour finir, Meryl Farsi, puisqu'au regard de nombreuses remontées que nous avons sur les besoins en santé mentale des jeunes filles en situation de vulnérabilité, il apparaît important aujourd'hui de pouvoir proposer un accompagnement spécialisé pour mieux prendre en charge et mieux accompagner les jeunes filles. Donc, je laisse la parole à Sarah Dupost. Merci Marine. Alors, je vais partager. Normalement, c'est bon. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des violences conjugales sur la santé mentale des femmes en détaillant un petit peu voilà, les différents mécanismes à l'œuvre quand les femmes sont confrontées aux violences. C'est des choses qu'on retrouvera dans d'autres contextes de violence, mais je vais essayer de focaliser un petit peu plus sur les violences conjugales. Ça fonctionnait tout à l'heure, ça ne fonctionne plus. Si, c'est bon. Donc pour commencer, juste un petit rappel sur les différentes formes de violence. Donc voilà, on a la violence psychologique, verbale, physique, économique et administrative, sexuelle, la violence envers les enfants, hein, du père envers les enfants, c'est aussi une violence pour la mère. Et les cyberviolences, c'est-à-dire les contrôles du téléphone, les petits mouchoirs qui permettent aussi une géolocalisation, comme ça l'auteur sait toujours où se trouve sa compagne. Une petite définition. Donc, la violence conjugale, c'est un processus de domination au cours duquel il y a un des deux individus qui installe et exerce une emprise sur l'autre. Il y a un des mots-clés, c'est vraiment l'emprise. L'emprise, c'est un concept qu'on voit souvent hein, dans les violences conjugales, que je détaillerai un petit peu plus loin, en utilisant des systèmes, des stratégies de tromperie, de séduction, des menaces, des contraintes ou tout autre moyen, et qui a pour but et pour effet d'intimider, punir, humilier, mais aussi de maintenir la femme dans un rôle stéréotypé lié à son sexe. Toutes ces violences, cette emprise, elle consiste en fait à refuser hein, la dignité humaine de la femme, son autonomie sexuelle notamment, son intégrité physique, mentale et morale. Ça va forcément ébranler sa sécurité personnelle, son amour-propre, sa personnalité, et ça va diminuer ses capacités physiques et intellectuelles. Donc, l'escalade de la violence, c'est quelque chose qui est connu de tous, hein, je pense. Voilà, la violence, elle s'installe progressivement et elle peut se développer, elle peut arriver donc, progressivement, mais assez vite finalement, ou alors vraiment monter crescendo sur une période longue, voire très longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, elle s'aggrave toujours. On n'a jamais vu, ou alors, en tout cas, je n'ai pas eu d'écho sur des violences qui auraient démarré très fort et puis qui se seraient estompées au fur et à mesure. Bien au contraire, la violence, elle commence toujours de manière un petit peu insidieuse et puis elle monte voilà, crescendo, pouvant aller jusqu'à l'homicide. Donc l'emprise, justement, ce qu'il faut savoir quand on intervient auprès des femmes victimes de violences, c'est qu'en moyenne, une femme, elle va faire à peu près 7 allers-retours avant le départ définitif du domicile conjugal. Ça, c'est important à prendre en compte parce que c'est aussi quand on n'a pas ça en tête, ça peut décourager les professionnels en disant bah, ça fait déjà 3 fois qu'on l'accueille et 3 fois qu'elle repart. Ça décourage aussi beaucoup l'entourage familial qui ne comprennent pas. Qui peuvent parfois aussi se mettre en colère en disant mais c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est hyper important à comprendre. Cette emprise, en fait, c'est comme une toile d'araignée qui va se tisser insidieusement autour de la victime sans qu'elle s'en rende compte. Et pour ça, l'auteur, il met en place des stratégies
Dans un premier temps, il va y avoir toute la période de séduction où l'auteur va vraiment user de flatterie. Il met la victime sur un piédestal. Sans elle, il est rien. Elle est tellement exceptionnelle. Il n'a jamais rencontré une femme comme elle. Et puis petit à petit, il va l'isoler progressivement de ses amis, de sa famille, de ses collègues de boulot. Ce qu'on remarque aussi dans les stratégies utilisées, c'est un mode de communication qui est incohérent. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence entre les propos de l'auteur et son attitude. C'est ce qu'on va appeler l'incongruence. Et ça entraîne vraiment chez la victime une confusion, une douleur morale et une paralysie psychique. Ça paralyse vraiment les pensées de la victime. Ce qu'on voit aussi, c'est donc par rapport au cycle de la violence, je vous ai mis le petit cycle. Le cycle de la violence, par son alternance en fait de valorisation et de dénigrement, il y a l'espoir du changement, il y a l'espoir pour la victime aussi de sauver l'auteur. On parle souvent de la casquette de sauveuse. Bah oui, mais vous comprenez, il a eu une enfance difficile. Là, ce qu'il traverse, c'est compliqué. Donc, moi, je vais y arriver, je vais le sortir de là, on va s'en sortir. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Et puis, voilà, une culpabilité qui est toujours ressentie par la victime, parce que de toute façon, pour l'auteur, c'est jamais lui le responsable des violences, c'est toujours la victime. Alors, ça va du très classique, mais oui, mais regarde, si tu avais fait à manger correctement, et ben, j'aurais pas été obligée de te cogner, etc. Mais enfin, voilà, ça peut prendre des formes bien plus subtiles. Et tout ça, ça va enfermer un peu plus la victime dans cette emprise, dans cette solitude. La peur des représailles, bien sûr, elle constitue aussi un frein au départ, puisqu'elles ont pu entendre parfois pendant plusieurs années, de toute façon, si tu pars, tu vas te retrouver à la rue, t'auras pas de sous, tu vas perdre les enfants, ou alors tu es tellement folle que de toute façon, tu vas te faire interner, puis je te retrouverai, je te tuerai, je tuerai les enfants. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qui sont tellement ancrées que finalement, elles en sont convaincues. Il y a eu une situation qui m'a marquée il y a quelques années où j'accompagnais une femme donc, qui venait d'être accueillie au CHRS pour violence conjugale. Et au bout de quelques semaines, en fait, l'angoisse, elle était tellement importante à gérer, tellement compliquée à gérer, qu'elle a préféré retourner au domicile où elle a eu un petit peu, elle avait un peu l'impression d'avoir un minimum de contrôle sur le conjoint. En fait, les victimes, vous voyez, dans le petit cycle de la violence, pendant la période de tension, la tension, elle va monter crescendo jusqu'au moment où il va y avoir un élément déclencheur qui va déclencher ce qu'on appelle le moment de crise. Et des fois, cette période de tension, elle est tellement insupportable que la victime va préférer déclencher la crise en faisant tomber quelque chose. Enfin, voilà, elle sait très bien ce qui va déclencher la crise auprès de son conjoint pour que, voilà, ça y est, la tension lâche, que le moment de crise arrive et que, voilà, que ça permette de libérer cette tension. Et pour les femmes qui sont parties, elles ont tellement toutes les paroles que l'auteur a pu dire, toutes les menaces qui planent, que finalement le fait d'être au domicile et de pouvoir avoir ce sentiment, parce que c'est pas la réalité, mais c'est un sentiment d'un minimum de contrôle sur ce qui se passe, finalement pour certaines ça va être envisagé comme quelque chose de plus simple, même si c'est pas le bon mot, par rapport au fait d'être parti et d'avoir la menace qui plane au-dessus de la tête. Est-ce qu'il va me retrouver? Du coup, s'il me retrouve, il va me tuer. Je peux pas sortir dans la rue. J'ai peur si il est à la sortie de l'école pour les enfants. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est tellement insupportable qu'il y a une partie des femmes qui préfèrent retourner au domicile. Donc ça aussi, c'est bon à comprendre quand on accompagne ce type de public. Donc,
Du coup, cette emprise, cette violence, elle fait vraiment une effraction de l'intimité de la femme. L'homme contrôle tout, jusqu'à du coup ses pensées. On peut considérer ça comme vraiment un meurtre psychique. Hein. L'autre ne doit plus penser, c'est vraiment destructeur. Donc, en ce qui concerne donc plus spécifiquement les mécanismes psychiques, hein, à l'œuvre dans les crises de violence, donc on a la sidération, c'est un mécanisme que met en place le cerveau pour survivre à un stress extrême. Notre système d'alarme, c'est l'amygdale, qui s'active devant un danger, qui libère les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, qui nous prépare à fuir. Mais il y a des situations qui sont tellement terrorisantes, tellement imprévues ou inhumaines, qu'elles entraînent en fait une surcharge de stress, donc une surcharge d'hormones qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque ou des dommages vraiment très importants au niveau cérébral. Donc pour éviter ça, le cerveau il déclenche une sorte de court-circuit qui va couper la femme de ce qui est en train de se passer. Et c'est là où les victimes, elles se décrivent souvent comme paralysées. La dissociation, donc la dissociation, c'est une conséquence de la sidération. L'alarme dans la tête, elle va hurler de plus en plus fort et c'est ce qui va provoquer la dissociation traumatique. C'est cette impression pour la victime d'être spectatrice de ce qui se passe, de la scène. Elle est comme déconnectée de son corps. Ce que les victimes rapportent, c'est souvent, elles nous disent, c'est comme si j'étais un petit peu sortie de mon corps et que je regardais la scène un petit peu de manière extérieure. Et ça, cette sidération, elle peut être encore parfois reprochée à la victime lors, par exemple, d'un dépôt de plainte, en disant mais vous n'avez pas crié, vous vous êtes pas défendu, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher de l'aide? Alors qu'au contraire, du coup, ça devrait être bien la preuve que l'agresseur a fait quelque chose de tellement violent qu'il y a eu sidération. Et c'est en ce sens, du coup, que les agents de police sont formés maintenant de plus en plus aux mécanismes psychotrauma des victimes. De la même manière, c'est ce court-circuit qui va empêcher l'intégration de la mémoire, de la mémoire émotionnelle. En fait, les perceptions sensorielles et kinesthésiques de la mémoire traumatique, elles sont déconnectées de leur charge affective. Donc, en fait, les événements, ils vont être présents en mémoire, mais c'est un petit peu dans un flou, comme dans un brouillard, et ce qui va engendrer une incapacité à raconter précisément ce qui s'est passé. C'est des fragments de mémoire. Et ça, ce phénomène-là, ça peut amener les victimes à douter elles-mêmes de ce qu'elles ont vécu. En fait, les souvenirs, ils n'ont pas pu être assimilés dans la mémoire autobiographique. C'est ce qui pose des difficultés aussi lors des dépôts de plainte. Et petit aparté, voilà, c'est aussi l'importance du développement des pôles psychosociaux dans les commissariats, avec la présence de psychologues, de travailleurs sociaux qui peuvent prendre un temps en amont du dépôt de plainte pour aider la victime à remettre en ordre voilà, ses souvenirs et de lui expliquer aussi que c'est normal qu'elle ne se souvienne pas forcément de tout ou voilà, au niveau de la temporalité, que ça soit pas tout à fait clair. Donc voilà, ces souvenirs en fait non traités, c'est ce qui va revenir sous forme de flashback. Donc les flashbacks, c'est des souvenirs qui reviennent de manière incontrôlée et qui peuvent être envahissants. C'est ce qui va nous amener à parler du stress post-traumatique. Donc, l'événement, en fait, ou les événements dans le cadre des violences, puisque c'est répété, c'est des événements traumatiques répétés dans le cadre des violences conjugales. Ces événements sont constamment revécus par le biais de ces souvenirs répétitifs qui provoquent un sentiment de détresse et une réactivité physiologique. C'est-à-dire que la victime, elle va revivre dans tout son corps la scène telle qu'elle l'a vécue. Et ça va être déclenché par un stimulus, alors que ça soit un stimulus olfactif, une odeur,
victime peut se promener dans la rue et il va y avoir une odeur qui va rappeler un des événements traumatiques qu'elle a subis et qui peut la replonger complètement dans cette scène. Donc olfactif, ça peut être visuel, sonore, ça peut être un lieu, enfin voilà, quelque chose qui va être vraiment associé au trauma. Ce qui est compliqué dans le cadre des violences conjugales, dans le cadre des droits pour les enfants, quand il y a des enfants, c'est que du coup, voilà, quand au début, il peut y avoir mis en place une AEMO ou voilà, un service ou un lieu qui va permettre à la mère de venir déposer ses enfants, de partir et au père d'arriver quelques minutes plus tard pour éviter qu'ils se croisent. Mais ça, c'est pas jouable sur le long terme et c'est pas toujours possible non plus. Et le fait que la victime revoit le père des enfants, donc l'auteur de violences, à chaque passation des droits, ça peut réactiver du coup ce stress, ces souvenirs et entretenir les symptômes. Donc, au niveau voilà, des symptômes, de ce que ça peut engendrer, donc on a bien sûr toutes les stratégies d'évitement, ces comportements d'évitement assez stimulés, ces situations, ces activités, ces lieux. Et ces stratégies d'évitement, elles sont coûteuses en termes d'énergie et elles entravent le quotidien des femmes. Ouais. Donc, il y a ça, il y a les symptômes neurovégétatifs que ça engendre, qui sont les troubles du sommeil, l'irritabilité, les difficultés de concentration, l'hypervigilance, l'asthénie. Et ces capacités de concentration qui sont diminuées et ces troubles mnésiques voilà, qui sont les conséquences de ce stress post-traumatique, ils contribuent aussi à alimenter l'autodévalorisation, le sentiment de ne plus être capable de faire des démarches, que tout paraît insurmontable, des petites choses. Dans les violences administratives et financières, les femmes, elles ont souvent plus accès aux comptes CAF, aux comptes bancaires, et voilà, ça peut avoir duré pendant plusieurs années avec le sentiment de oh, bah ouais, mais j'ai pas fait ça depuis des années, je vais pas être capable, et puis en plus j'ai du mal à me concentrer, puis je me souviens plus à chaque fois de mes codes, c'est compliqué, je suis obligée d'en créer. Voilà, ça c'est des choses qu'on constate très régulièrement. Bien sûr, le stress post-traumatique engendre donc une anxiété qui peut amener, comme le disait Aurélie, les victimes à des troubles dans des conduites addictives, au niveau de l'alcool et des produits toxiques. Pour beaucoup de victimes, et peu importe finalement le nombre de mois ou d'années des violences subies, les violences conjugales, elles entraînent toujours des aspects dépressifs avec potentiellement des idées suicidaires pouvant aller jusqu'au passage à l'acte. Et toutes ces manifestations, elles contribuent à maintenir la femme dans l'isolement dans lequel l'avait enfermée l'auteur. Ça peut aller jusqu'à une désocialisation, des difficultés à réintégrer son emploi ou à s'inscrire dans des démarches de réinsertion sociale ou professionnelle. Voilà, donc pour refaire un petit focus sur l'impact des violences, on a voilà, donc tout ce qui est perte d'estime de soi, dévalorisation, la peur des représailles pour elle-même ou pour ses enfants, la perte de confiance, la peur de ne pas être crue. Il y a beaucoup de honte, de culpabilité. Elles minimisent souvent les violences qu'elles ont vécues, de l'angoisse, de l'isolement et une méconnaissance de ses droits, puisque du coup, l'isolement a fait en sorte que la seule parole qui comptait, qui était vraie, c'était celle de l'auteur. Donc, parfois avec des choses qui peuvent être véridiques, mais bien souvent avec des mensonges qui faisaient tout le pas de ces stratégies. Donc, les violences conjugales, elles blessent vraiment la femme au plus profond de son être. Les actes de violence conjugale, ils nient vraiment toute altérité, toute reconnaissance en tant qu'être humain. Et donc là,
justement, les enjeux de l'accompagnement des victimes, c'est de permettre, parfois même en amont de la reconstruction, hein, c'est tout ce qui va être action de prévention, de sensibilisation, pour donner aux femmes, en général, hein, les moyens de décoder la violence. Vraiment pouvoir voilà, donner à toutes les femmes cet outil-là. Donc, c'est bien sûr des lieux d'accueil et d'écoute, que ça soit avant, pendant ou après le départ. Euh, la mise à l'abri chez des proches ou en CHRS, ça passe par là. Ça évite voilà, que les femmes se retrouvent aussi à la rue. Les suivis psychothérapeutiques et psychiatriques avec la nécessité ou non d'un traitement médicamenteux à titre anxiolytique ou antidépresseur. L'idée, ça va être d'accompagner aussi la victime dans une reprise de lien avec ses proches, avec sa famille, avec une amie. Alors, j'ai noté être reconnue comme victime par la justice parce que on constate bien que dans le processus de reconstruction, le fait que la justice ait reconnu monsieur comme coupable et la femme comme victime, ça aide vraiment à avancer dans ce parcours de reconstruction. Les groupes de parole, ça c'est un outil qui est extraordinaire, je trouve, qui permet d'avoir vraiment de très bons résultats de soutien et d'accompagnement des victimes, parce que mettre des mots sur un vécu commun, similaire, même si bien sûr il y a des disparités, mais voilà, que les femmes puissent se retrouver entre elles pour parler ensemble de ce qu'elles ont vécu, d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, c'est aussi se réapproprier leurs propres émotions, leurs ressentis et leurs propres pensées. C'est redevenir actrice de leur vie et de leurs pensées. Des ateliers de soutien à la parentalité mère-enfant, voilà, ça aussi, je l'ai mis parce que ça me semble important de souligner que les femmes, quand elles sont mères, les violences conjugales, elles n'impactent pas que leur casquette de femme, mais aussi leur parentalité. On sait que les violences, elles impactent donc au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc forcément, ça va impacter aussi les femmes dans leurs compétences parentales, d'autant plus que l'auteur souvent les a discréditées devant les enfants. De toute façon, t'es nulle comme mère, tu sais pas t'occuper des enfants, tu gères rien. C'est des choses qu'elles ont entendues, que les enfants ont entendues aussi. Et la femme, bien souvent, s'est convaincue qu'effectivement, elle valait pas grand-chose en tant que mère. Et ça peut compromettre leur autorité, leur positionnement par rapport aux enfants. Donc voilà, ces petits ateliers de soutien mère-enfant, quand ils existent, ils permettent de redonner la parole aux mères, de redonner la parole aux enfants et de faire du lien justement entre les mères et les enfants, de remettre de la communication, de l'échange et de la confiance en fait dans leurs compétences. Tout ce qui est pratique corps-esprit, qui permettent de se réapproprier aux femmes leur corps, de lutter contre la dissociation et le clivage corps-esprit. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Le yoga, le qigong, le tai chi, ça permet vraiment voilà, de se recentrer sur soi et de refaire le lien entre ce qui se passe dans le corps et dans la tête. Et bien sûr, toutes les activités qui vont contribuer à la resocialisation, à retrouver une place de femme et de citoyenne, bien sûr, ça aussi, ça va permettre aux femmes de se reconstruire. Donc, je vous ai mis un petit outil qui est assez bien fait, le violentomètre. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Le guide des bonnes pratiques, alors au niveau
la Normandie, l'ARS avait organisé des temps de travail pour élaborer un guide de bonne pratique auquel l'association Femmes a participé. Donc, je vous ai mis le lien quand on met en place des groupes de parole pour les femmes victimes de violences. C'est un bon appui, un bon guide. Il y a l'échelle d'impact de l'événement, donc c'est c'est une auto-évaluation du stress post-traumatique, c'est un auto-questionnaire. Et puis en biblio, alors voilà, j'ai été très soft. Tous les ouvrages de Muriel Salmona sur le psychotrauma. Pour l'emprise, il y avait un ouvrage de Perron et Nanini qui était bien fait, vraiment, alors plutôt vraiment en termes psycho, pour décrire cet état d'emprise. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci, Sarah. Merci beaucoup pour cette riche intervention. Alors, il y a eu plusieurs questions sur le chat. En tout cas, de nombreuses ressources ont été transmises sur le chat, donc n'hésitez pas à le regarder. Donc, on va revenir sur deux questions. Une première, je fais un peu un panel des questions qui ont pu être posées ou des interrogations. À la fois, il y a comment mieux détecter et repérer les femmes victimes de violences pour à la fois mieux les orienter et les accompagner. Donc, quels outils en tant que professionnel? Bien évidemment, il y a cette question du questionnement systématique ou de la formation des professionnels. Mais Tout à fait. quel petit, on va dire, quelle petite recommandation pourriez-vous donner pour des personnes, enfin en tout cas des professionnels qui ne se sentiraient pas aptes ou en capacité ou légitimes pour poser des questions? Et deuxièmement, il y a aussi un retour sur l'impact des violences effectivement sur les enfants qui sont aujourd'hui considérés comme co-victimes, enfin. Ce qui est important, donc, qui amène forcément à prendre en compte leurs besoins d'accompagnement spécifique en tant que co-victimes des violences et toute cette utilisation de la justice post-séparation par les auteurs de violences sur la garde et en final, ces violences qui ne cessent pas mais qui se perpétuent et dont l'auteur peut souvent utiliser soit le commissariat, soit la justice pour perpétuer ces violences, puisque c'est la seule emprise qui demeure, malheureusement, c'est bien sur les enfants pour atteindre la mère. Tout à fait. Alors, vaste sujet. On constate quand même pas mal de progrès par rapport à cette notion de maintien de l'emprise via les enfants par l'auteur, tout ce qui est instrumentalisation aussi des enfants. Ça en général, quand les femmes peuvent être accompagnées par un service quand il y a une AEMO, en général c'est bien pris en charge, il y a une attention particulière. Après, bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, c'est vraiment des engagements de chacun en termes de structure, d'association, pour offrir un maximum de soutien aux femmes et aux enfants. Quand les femmes sont hébergées en CHRS, que ça soit quelques jours, le temps de pouvoir trouver des proches chez qui se réfugier ou le temps d'obtenir un logement. Euh, c'est aussi à chaque CHRS de penser l'accueil des enfants quand ils acceptent les enfants. Sur l'association Femmes, il y a un livret d'accueil spécifique pour les enfants qui a été créé, mais je sais que ça existe dans beaucoup d'autres. Il y a un rendez-vous avec la psychologue qui est proposé pour chaque femme, mais aussi pour chaque enfant, individuellement et ou en présence aussi de sa mère, pour remettre des mots sur tout le vécu, sur le départ du domicile, pourquoi ils sont arrivés ici, combien de temps ils vont rester, ce qu'ils ont pu vivre, qu'est-ce qu'ils ressentent. Ça c'est à mon sens, c'est primordial. Ça, c'était par rapport aux enfants. Et la première question, c'était... Je ne sais plus. La première question, c'est comment mieux repérer, identifier les femmes victimes de violences. Pour les professionnels, bien évidemment, il y a cette problématique du questionnement systématique et savoir comment se positionner et la formation. Mais
comment faire quand des femmes victimes de violences en couple sont hébergées au sein d'une structure d'hébergement mixte, comment mieux les repérer, identifier et quel accompagnement proposer. Alors, comment repérer au-delà de passer par le questionnement systématique, voilà, il y a forcément des petits indices, hein, quand la femme est présente avec son conjoint, voilà, si la femme, elle ne dit pas un mot, que c'est uniquement monsieur qui parle, s'il y a une question qui est posée à madame et que madame ne s'autorise pas à répondre, que c'est toujours monsieur qui répond, là, voilà, c'est des petits indices qui permettent de se poser la question. Mais enfin, voilà, il y en a plein d'autres. On ne peut pas faire une liste exhaustive de tous ces petits indices qui peuvent venir éveiller les doutes chez les professionnels. L'idée, c'est de pouvoir arriver à aller discuter avec cette femme lorsqu'elle est seule, de pouvoir créer une relation de confiance. Après, la question de légitimité, est-ce qu'on est légitime à poser la question ou pas? Ben non, il n'y a pas une question de légitimité, on est tous légitimes. Après, voilà, c'est pour ça que peut-être créer une relation de confiance, si on a le temps, si on sait que on va pas perdre la famille voilà, du jour au lendemain, peut-être qu'on peut se permettre d'essayer de créer une relation de confiance avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser la question, de savoir comment ça se passe à la maison, voilà, comment ça se passe avec monsieur. Mais parfois, ben, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, la question, elle doit se poser tout de suite. Bah, merci beaucoup, Sarah. Une autre petite recommandation, c'est d'individualiser les parcours d'accompagnement dans les structures d'hébergement mixte qui permet à la fois vous pouvez recevoir le couple, puis après pour savoir justement pour mieux repérer et se sentir et mettre en confiance la femme justement, c'est d'expliciter que chaque parcours d'accompagnement social est individualisé, donc nécessite justement. L'entretien individuel et Voilà, exactement. tout à fait. Tout à fait. Merci, Sarah. Merci beaucoup pour les échanges. Il y a une question en plus qui va pouvoir revenir par rapport à la présentation suivante sur la santé mentale des femmes étrangères, migrantes et exilées par rapport aux violences conjugales que peuvent connaître ce public. Donc, je passe la parole à Meila Marsiglia. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran. Donc, alors, rebonjour à tout le monde et merci beaucoup aux organisatrices. Je vais vous parler aujourd'hui donc de la santé psychique des femmes exilées, des parcours migratoires, des violences et des retentissements psychologiques. Je travaille au COMED, qui est une association qui œuvre en faveur de la santé et des droits des personnes exilées. Alors, on va commencer avec un panorama de la littérature internationale et après, je vais vous parler de façon plus spécifique de notre observatoire au COMED. Alors, la migration est un facteur de risque connu depuis de très longue date par la littérature internationale pour le développement des troubles psychiques, y compris les troubles sévères psychotiques. Il y a beaucoup de revues de la littérature et des méta-analyses qui ont été faites et qui confirment que les réfugiés, c'est-à-dire les migrants qui ont demandé l'asile, qui ont obtenu le statut de réfugié et donc la protection internationale, ont un risque augmenté par rapport à la population générale et aux migrants non réfugiés de développer des troubles psychiques spécifiques en relation donc à l'exposition à la guerre, à la violence, à la torture, à la migration forcée et à l'exil, et aussi au statut incertain qu'ils ont dans le pays dans lequel ils demandent l'asile. Ils ont un risque augmenté, selon les études, jusqu'à 10 fois de développer un état de stress post-traumatique, un risque augmenté aussi de développer dépression, douleurs chroniques, problèmes somatiques. L'exposition à la torture est le plus fort prédicteur de symptômes post-traumatiques parmi les réfugiés. Pour ceux qui concernent les femmes, il y a peu d'études spécifiques sur la santé mentale des femmes migrantes.
la plupart des études ne sont pas désagrégées par genre ou ne sont pas focalisées de façon spécifique sur les expériences de violence vécues par les femmes. Ce qu'on retrouve de toute façon, c'est que la violence sexuelle et les violences de genre sont considérées comme des facteurs de risque spécifiques et communs à toutes les femmes migrantes. On retrouve aussi une corrélation très étroite entre violence et santé mentale. Donc, par exemple, des abus sexuels dans l'enfance, des violences conjugales, des violences cumulatives, des violences d'intensité sévère et récentes sont corrélées à un risque augmenté de développer un état de stress post-traumatique, mais aussi dépression, notamment chez les populations vulnérables, comme les femmes migrantes, les femmes en situation de précarité, les adolescentes et les femmes en péripartum. Euh, Ils ont étudié aussi, donc on a étudié aussi la santé mentale des femmes migrantes en situation de périnatalité. Et on a vu aussi qu'elles ont un risque accru de dépression du postpartum, d'anxiété périnatale, d'état de stress post-traumatique et donc notamment chez les femmes exilées. Exilées, c'est un terme qui souligne d'un côté une migration contrainte, mais aussi de l'autre côté une condition psychique d'éloignement et de rupture par rapport à- au pays de départ. Ces femmes cumulent des facteurs de risque tout le long des 3 phases de la migration. Donc, dans chaque phase de la migration, on peut retrouver des facteurs de risque qui se cumulent et qui donc sont associés à un risque augmenté de développer des troubles psychiques, mais aussi des facteurs de protection, donc qui sont importants aussi à évoquer dans la relation et dans le suivi avec nos patientes. Donc, dans la phase prémigratoire, les femmes peuvent, donc les hommes, mais en particulier les femmes, peuvent avoir expérimenté donc comme on a dit tout à l'heure, des violences conjugales, des mariages forcés, ils ont peut-être été exposés à des violences sexuelles, des événements potentiellement traumatiques, euh, emprisonnés et ils peuvent avoir cumulé autre type de problématiques et d'exposition à des à des événements traumatiques. Durant la migration, on sait que donc les routes migratoires sont devenues de plus en plus dangereuses et donc l'exposition à des violences physiques, psychologiques et sexuelles est devenue presque systématique chez les patients qu'on reçoit et en effet chez toutes les femmes qui migrent. Donc l'exposition à la violence et des situations aussi de vie très dures dans les camps de réfugiés ou dans les pays de transit. Après la migration, les femmes ne sont pas à l'abri des violences. Il y a beaucoup de violences qui continuent euh, dans le pays d'accueil, violences, y compris des violences sexuelles. Le fait d'avoir laissé derrière des membres de la famille, notamment pour les femmes, avoir laissé derrière leur mari ou les enfants, c'est très compliqué et rajoute des risques psychopathologiques. Mais aussi des conflits de rôle et de genre, et le vécu de discrimination et d'exclusion sociale, et les difficultés d'accès aux soins et aux droits. Il faut dire que, donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme principaux troubles psychiques chez ces femmes? Alors, c'est important de dire que ce n'est pas l'exposition à des événements potentiellement traumatiques qui, de façon automatique, enclenche un état de stress post-traumatique. Donc, pas toutes les personnes qui ont été victimes de violences ou d'événements de vie difficiles vont développer un état de stress post-traumatique, mais ils ont en effet un risque augmenté. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent développer, ces patientes? Des états de stress post-traumatique, des traumas complexes, mais pas que. Donc, il y a aussi d'autres pathologies psychiques, mais il y a aussi beaucoup de comorbidités, comme on a dit tout à l'heure. Donc, des troubles de l'adaptation, dépression, anxiété, troubles somatopsychiques et des psychoses. Quelle est la particularité des réfugiés? Alors, Elise Pestre, qui a beaucoup travaillé sur les réfugiés, et elle a écrit un livre qui s'appelle La vie psychique des réfugiés. Elle dit que les trajectoires des réfugiés sont très diverses, mais elles ont un socle commun. La rencontre avec la menace vitale et l'expulsion. Dans ces traumatismes, donc, ces personnes ont été catapultées hors du monde
celui des humains, le monde des humains est celui des symbolisations. Les symptômes qui en découlent se mêlent au sentiment d'inhospitalité perçu dans le pays d'accueil et renforcent le vécu d'exclusion. Les difficultés administratives et d'accès au statut de réfugié contribuent à créer un sentiment de précarité existentielle qui se traduit en une logique de survie. Desclercq, dans sa thèse sur l'approche clinique de ces sujets, nous éclaire sur la notion de traumatisme extrême, c'est-à-dire l'ensemble des traumatismes déshumanisants qui se sont cumulés dans les vies des sujets exilés. Les traumatismes donc cumulatifs qui s'étalent sur plusieurs années et qui se renforcent par la confrontation aux procédures d'asile et à la vie dans les centres d'accueil. Ces vécus déshumanisants créent, selon Desclercq, des désaccordages radicaux entre le sujet lui-même, les autres et le monde. Et ils peuvent aboutir, dans certains cas, à l'aliénation totale avec soi, les autres et le monde, qu'est la fuite dans la folie. Une notion qui est très importante à avoir à l'esprit, c'est la notion de traumatisme intentionnel. Je vais utiliser la définition qui donne François Sironi, qui est un psychologue, psychanalyste, qui a travaillé beaucoup sur les violences collectives, qui définit comme ça le traumatisme intentionnel. Elle dit que c'est un traumatisme délibérément induit par un humain ou un non-humain, donc ça peut être des idéologies ou des croyances, par un être visible ou invisible, donc un système ou une organisation, sur un sujet donné ou sur un groupe d'individus. Elle dit, et c'est très important ça à avoir en tête, si le vecteur du traumatisme intentionnel est généralement personnifié en un être humain, la force agissante est en réalité un système ou un mécanisme doté d'intentionnalité. Donc, l'intentionnalité est contenue aussi, et ça c'est important pour la prise en charge clinique, dans la forme clinique que va prendre le traumatisme, et elle est identifiée de manière spécifique pour chaque culture et pour chaque système, qu'il soit politique, économique ou religieux. Ce n'est pas des troubles intrapsychiques dont souffrent les victimes de traumatisme intentionnel, mais des effets des constructions politiques pathogènes et malveillantes. Quelles sont donc les approches thérapeutiques à avoir avec ces patients? Toujours François Sironi, elle dit que quand nous soignons des personnes traumatisées par les guerres, les massacres et les tortures, nos cliniques sont inévitablement des pratiques engagées. Cela signifie que nous sommes des témoins privilégiés de l'impact de l'histoire politique et économique du monde sur la vie psychique individuelle des sujets. Nous nous sentons tenus d'une part à en rendre compte à l'extérieur et d'autre part à élaborer des approches cliniques adéquates qui tiennent compte de la dimension politique de la souffrance psychique des patients. Donc, comment on prend en charge ces femmes exilées au COMED et qu'est-ce qu'on peut proposer et quelles sont euh, les, les conclusions que nous aussi on a pu établir, quelles sont nos observations par rapport au public qu'on reçoit. Alors, on a différents dispositifs d'intervention et d'observation. Donc, le COMED, c'est une association de loi 1901 qui a donc son centre de santé à l'hôpital de Bicêtre, mais qui a aussi des dispositifs donc à Paris, à Saint-Étienne, à Marseille, à Cayenne, en Guyane, et on collabore aussi avec MSF, Médecins sans frontières, à Pantin pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. On a aussi des permanences téléphoniques qui sont nationales et régionales ouvertes aux bénéficiaires, donc aux patients, mais aussi aux professionnels, et un centre ressources et un observatoire qui nous permet en effet de rendre compte de la multiplicité, de la complexité des personnes qui en reçoivent. Alors, au COMED, on reçoit sur des critères de besoins en santé et de détresse sociale. Donc, ce sont des personnes qui sont dans des situations de détresse sociale très importantes, par exemple, qui sont allophones, qui sont isolées, qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas encore l'ouverture des droits sociaux. Et on reçoit aussi des populations dites vulnérables, donc de façon prioritaire. Les populations vulnérables sont des populations qui cumulent des facteurs de risque et aussi d'exclusion qui rencontrent beaucoup de difficultés d'accès aux soins, notamment des retards, des renoncements, de refus et des discriminations, et aussi des difficultés d'accès aux droits, notamment donc les femmes. Et parmi les autres populations, on a aussi donc les mineurs non accompagnés filles qui ont vraiment un cumul de vulnérabilité très importante
euh, euh, donc qui ont besoin de soins et de protection, le public LGBTQIA+, et d'autres populations vulnérables que vous pouvez voir, donc les sujets âgés, les étrangers privés de liberté et les étrangers malades. Alors, rapidement, quelques définitions. Donc, violence, selon la définition de l'OMS, est l'usage délibéré de la force physique contre ou psychologique, hein. Donc, c'est juste pour faire rapide, contre une autre personne. La torture, selon l'ONU, c'est un acte par lequel des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne et sont infligées par un agent de la fonction publique. Chez nos patients, on a vu que plus de presque le 80% des demandeurs d'asile chez nos patients ont été exposés à des violences selon la définition qu'on vient de voir de l'OMS, le 70% pour l'ensemble des exilés, avec un taux de prévalence de 1,2 pour les psychotraumatismes. Les tortures, selon la définition qu'on vient de voir de l'ONU, donc plus de 27% des demandeurs d'asile et le 23% de tous les patients qui auraient soit avec un taux augmenté de 1,4 de développer un psychotraumatisme. Les violences de genre, plus de 55% des femmes avec un taux de 1,5. Les hommes, ils ont un pourcentage moindre, donc 10% des hommes, mais un taux plus élevé de psychotraumatisme. Les violences se poursuivent en France et on retrouve en effet le 18% d'antécédents de viol depuis l'arrivée sur le territoire français. On sait, par exemple, que la question d'être sans hébergement à la rue dans des situations précaires augmente le risque d'exposition à violence, risque d'entraînement dans des réseaux de traite et aussi donc le risque d'échange de relations sexuelles en échange de protection et d'hébergement. Aussi l'enfermement, donc prison, le vécu d'avoir été emprisonné au pays, les séquestrations, les zones d'attente et de rétention avec un taux x2 pour le psychotrauma. Qu'est-ce qu'on donne comme définition de violence de genre? Donc des violences fondées sur le genre. À ligne générale, on va considérer donc trois types de violences. Des violences qui associent donc les violences à l'égard des femmes, selon la définition de l'ONU, les violences sexuelles, selon la définition de l'OMS, et des violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. La définition de l'Union européenne, c'est donc que définit la violence fondée sur le genre comme une violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou de l'expression de son genre. Quelle est la fréquence des violences de genre? Alors, on a fait une étude il y a quelques années au COMED sur la base des patients qu'on reçoit. Et donc, on a vu quelle était la fréquence des violences de genre. Comme on peut voir, le pourcentage chez les femmes, il est plus important que chez les hommes à tout âge. Quel est l'impact des violences de genre? On s'est rendu compte, donc, parmi les patients de notre observatoire, que les victimes présentent de façon plus fréquente des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire, ainsi que des idées suicidaires et aussi des antécédents de tentatives de suicide. Plus des trois quarts des patients concernés souffraient de syndrome psychotraumatique et trauma complexe, de dépression et de troubles anxieux. Quelles sont les approches thérapeutiques? Donc, vraiment, c'est très important de pouvoir avoir une approche pluridisciplinaire et avec des interprètes professionnels tout au long de l'accueil et dans tous les espaces de suivi. C'est important de pouvoir proposer aux patientes ce qu'on fait au COMED, en effet, des bilans de santé librement consentis en consultation de médecine générale qui incluent des dépistages en santé générale, les risques infectieux, mais aussi des dépistages sur les antécédents de violence et sur les symptômes psychiques de détresse, sur les symptômes de détresse psychique.
On propose aussi des consultations en gynécologie et en santé sexuelle, des accompagnements socio-juridiques. C'est très important pour tous les exilés, mais d'autant plus pour les femmes, de mettre l'accent sur la protection, notamment la protection internationale. Elles peuvent y prétendre aussi en raison des violences dans le pays de départ, donc violence conjugale, mariage forcé. Donc vraiment les accompagner dans leur demande d'asile, protection sociale aussi. Et l'hébergement, c'est vraiment très important. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à la rue et qui sont à la rue aussi avec leurs enfants. On peut proposer aussi des suivis psychothérapeutiques individuels et psychiatriques individuels quand il y en a besoin. On propose aussi des prises en charge en groupe thérapeutique, donc des dispositifs groupaux qui peuvent aller des ateliers de prévention et promotion de la santé destinés aux femmes, mais de façon plus spécifique aussi à des groupes de parole. Donc il y a un groupe jeunes filles mineures non accompagnées à Marseille, un groupe pour les femmes exilées LGBT à Paris et des groupes de sensibilisation pour les femmes sur la santé sexuelle. On propose aussi des groupes à médiation thérapeutique, notamment le groupe DIAD Mère-Bébé à Saint-Étienne, et des groupes à médiation psychocorporelle, par exemple le groupe Voix et Chant à Marseille, l'atelier danse à Saint-Étienne et à Paris, et un groupe de psychomotricité à Saint-Étienne. Pour conclure, l'expérience de l'exil implique presque systématiquement celle de la violence depuis le pays d'origine, pendant le trajet et jusque dans le pays d'accueil. Les antécédents des violences intentionnelles, donc torture et violences de genre, constituent l'un des principaux facteurs de risque de psychotraumatisme chez les exilés. Les indicateurs de santé sont plus souvent défavorables parmi les femmes exilées sur le plan de la santé mentale ou celui des maladies chroniques, à raison des discriminations liées au genre. Et les troubles psychiques sont plus fréquents et plus marqués sur le plan clinique. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on préconise? Donc, sûrement d'améliorer les conditions d'accueil, d'avoir des actions sur la précarité, l'hébergement et sur les déterminants de santé, améliorer le dépistage et le repérage des antécédents de violence, des signes de souffrance psychique, des maladies infectieuses à transmission sexuelle et les problématiques gynécologiques et de santé sexuelle lors d'un bilan de santé proposé à ces femmes, améliorer l'accès aux soins et aux droits sociaux et aux droits de protection internationale, améliorer la prise en charge, la pluridisciplinaire, la pluridisciplinarité et l'accès à l'interprétariat professionnel. C'est important aussi de sensibiliser et de former les professionnels et les bénévoles qui exercent auprès de ces populations et continuer à mener des actions contre les obstacles aux soins, comme on a dit tout à l'heure, donc le refus, le renoncement, le retard et les discriminations d'accès aux soins dont les femmes sont vraiment d'autant plus victimes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Meila, pour cette présentation très complète. Pour passer aux questions et échanges, il y a une première question par rapport au peu d'études que tu as soulignées sur la santé mentale des femmes migrantes, pardon, sur est-ce que c'est lié au fait que la migration féminine est encore considérée comme trop récente, donc peu de recul, ou est-ce que c'est lié que les femmes migrantes ne sont pas assez suivies? Alors là, sur la question des études, j'ai vraiment cherché sur des études internationales et en effet, c'est des études épidémiologiques qui sont malheureusement en effet qui ne font pas qui sont pas désagrégées. Donc il n'y a pas des études pour les hommes et pour les femmes. Il y en a pas beaucoup, mais moi la tendance que je vois, c'est que de toute façon ils commencent à se poser la question, donc ils vont sûrement ils vont sûrement augmenter. Les femmes, c'est une population qui échappe, oui et non, donc il faut sûrement améliorer le repérage et l'aller vers. On voit de plus en plus, par exemple, pour la question des mineurs non accompagnés filles, qui était une population qui échappait beaucoup aux soins. Là, elles augmentent en termes vraiment de nombre de filles qui migrent. Et aussi, ils ont un peu plus accès aux soins. C'est
très compliqué. Il y a de toute façon des femmes qui migrent, qui font qui ont des projets migratoires ou qui migrent sur des migrations forcées qui augmentent. Euh, je dirais que c'est ça. La question des femmes, c'est surtout que ils retrouvent les études, le fait qu'elles cumulent plus de facteurs de vulnérabilité, donc sont plus exposées aux violences, cumulent plus de facteurs et donc ils ont un risque augmenté d'avoir des problèmes. Merci pour ta réponse. Il y avait également une demande pour clarifier le traumatisme intentionnel. Il y a eu Oui. des apports dans le chat, mais si tu peux y revenir. Bien sûr. Donc, le traumatisme intentionnel, c'est un traumatisme qui est fait avec l'intention de nuire à quelqu'un. C'est-à-dire que, je fais l'exemple d'un viol. Si le viol, il est fait avec, donc il est perpétré aux yeux de n'importe quelle personne, je vais dire ça comme ça par hasard, euh, c'est une violence de genre, donc c'est intentionnel, c'est intentionnel, mais c'est pas fait vraiment par rapport à cette personne-là. C'est fait parce qu'elle était femme, mais c'est pas fait par rapport à cette personne-là. Il peut y avoir une intention donc derrière le viol ou un acte de violence qui est fait donc déjà parce que la personne c'est une femme ou parce que la personne par exemple est une personne de la communauté LGBTQI il y a plus, donc à raison de son orientation sexuelle ou du fait qu'elle est femme, ou aussi à raison du fait qu'elle est elle-même. Donc par exemple, une femme victime de viol, de violence sexuelle de la part de son mari. Donc il y a une intention. Françoise Sironi, elle parle des violences collectives. Donc elle dit, en dehors des questions donc de genre, des questions un peu générales, ça peut s'appliquer aux violences de genre, mais ça s'applique aussi hein, de façon générale. C'est des systèmes qui créent une systématisation, en effet, des violences, qui sont faites de façon systématique. Et donc, en effet, la personne qui perpètre la violence, c'est un être humain individuel, mais ça se fait dans un contexte où ces choses-là sont légitimées et portées par un système qui a une intentionnalité malveillante. Par exemple, pendant les parcours migratoires, quand les femmes sont retenues dans des zones de rétention, je pense par exemple à la Libye, mais pas que, hein, dans le sens en Algérie aussi, au Maroc aussi, ça arrive vraiment de façon très vraiment systématique. En effet, ces femmes-là sont soumises à sont victimes de violences parce qu'il y a vraiment un système qui fait que c'est systématique. Merci beaucoup. Et très rapidement, une dernière, ce que je trouve intéressante, si tu as connaissance de conseils ou d'outils pour les femmes migrantes en situation donc irrégulière et victimes de violences. Oui, alors, en effet, ça dépend dans quel contexte on les rencontre. Si on les rencontre en effet lors des maraudes ou lors de, de mobilisation, par exemple dans l'Aller vert, comme elle discutait tout à l'heure Aurélie. Ça dépend du cadre, mais de toute façon, en effet, il faut pas se priver de poser la question, de savoir comment elles vivent, de quoi elles vivent, de qu'est-ce qu'elles font pour pouvoir avoir accès à un hébergement. Donc, de poser la question de façon délicate et essayer de les aider, de favoriser l'accès aux soins et aux droits. Vraiment, c'est très important, notamment pour la question des demandes d'asile. Si les femmes vraiment arrivent en France et se retrouvent très isolées à la rue, et il y a vraiment un enjeu aussi à faire la demande d'asile assez rapidement et à ouvrir les droits et à dépister. Il y a des femmes qui arrivent à des soins, par exemple, ou des jeunes filles, et sont enceintes et personne ne leur a jamais expliqué comment se protéger aussi. Les jeunes filles sont souvent manquent d'informations par rapport à ça. Elles ont des pathologies infectieuses et elles arrivent trop tard, en effet, à avoir accès à des soins ou à des informations. Merci beaucoup. Donc, notre dernière intervenante,
Meryl Farsi qui va aborder les besoins spécifiques en santé mentale des jeunes filles. Je vais partager l'écran. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas présentes au début du webinaire, donc moi je travaille au sein de la plateforme femmes de l'ATEDEC de Nantes sur un poste de CISP, conseiller en insertion sociale et professionnelle. Et avant d'arriver à la plateforme femmes, j'ai travaillé en tant que travailleur social dans le domaine de la psychiatrie. Et du coup, ce matin, donc, je vais vous présenter rapidement la plateforme femmes, puis je vais vous parler des conséquences des violences subies sur la santé et notamment la santé mentale des jeunes filles vulnérables. Mes propos ils vont s'appuyer sur notre expérience de terrain auprès de ce public lors des entretiens individuels et du coup ce que peuvent nous faire remonter ces jeunes filles. Ensuite, je vais vous expliquer comment on intervient lors de nos accompagnements au sein de la plateforme Femmes. Puis, je vais vous présenter rapidement le maillage partenarial du secteur de la santé qui existe en Loire-Atlantique. Et enfin, je vous parlerai des freins rencontrés et des limites lors de nos accompagnements individuels. Du coup, donc, au sein de la plateforme Femmes, il y a 3 dispositifs. Donc, le premier, c'est le dispositif ALBA, mineurs en situation de prostitution, qui a plusieurs missions, comme la plateforme d'écoute téléphonique qui permet aux professionnels, aux proches et aux mineurs d'échanger sur une situation d'enfant en risque de prostitution. Il propose aussi de la coordination de parcours des enfants de victimes, l'aspect protection, et également il forme des professionnels, par exemple les équipes éducatives de l'ASE, etc. En second dispositif, il y a la PFVV, donc plateforme d'insertion femmes victimes de violences, qui accompagne des femmes majeures victimes de violences de couple, intrafamiliales, en situation de prostitution, dans la levée des freins vers l'insertion professionnelle. Et enfin, il y a la plateforme globale, pardon, c'est là où j'interviens, qui accompagne des femmes et des jeunes filles à partir de 16 ans, victimes de tout type de violence. Donc les mêmes violences citées pour la PFVV, mais en plus des violences extrafamiliales. Donc on est 7 au sein de cette plateforme, il y a notre chef de service et puis après on travaille en binôme dans chaque dispositif. Donc, au niveau des conséquences des violences subies sur la santé, l'idée, c'est de faire un focus sur la santé mentale des jeunes filles vulnérables et notamment les jeunes femmes victimes de violences sexuelles et ou en situation de prostitution, puisque c'est l'un des publics que l'on accompagne dans le cadre de la plateforme Femmes, soit en coréférence ou en relais du dispositif ALBA. Donc, on remarque que ces jeunes femmes sont dans un parcours qui s'inscrit dans un continuum de violence. Elles rencontrent plusieurs facteurs de vulnérabilité dans leur parcours, que ce soit de l'isolement, de la discrimination, de la précarité voilà, de manière globale, qu'elle soit socio-économique, administrative, etc. Et les jeunes que nous accompagnons, elles ont toutes subi de la violence avant l'entrée dans la prostitution, que ce soit de l'inceste, de l'harcèlement scolaire, des violences sexuelles, etc. Donc, ces violences-là, forcément, elles ont altéré l'estime de soi et elles ont pu générer des vulnérabilités et des carences. Pour la grande majorité d'entre elles, elles ont connu un parcours aide sociale à l'enfance. Certaines peuvent aussi avoir connu un parcours d'échec scolaire. Et du coup, pour illustrer ça, j'ai choisi une phrase d'Édouard Durand, donc juge des enfants et ancien coprésident de la Civise, qui explique que la violence rend vulnérable à la violence. Donc, ce qui montre que, voilà, ce qui prouve le continuum de violence au sein du parcours. Les violences subies dans le cadre de l'exploitation sexuelle ont des conséquences importantes sur la santé physique, psychique et sexuelle de la victime, surtout lorsque celle-ci est mineure. Et du coup, elles peuvent, à la suite de ça, développer des troubles du psychotrauma. Donc, Sarah et Maïla en ont déjà parlé, mais je vais essayer d'être rapide sur ce point-là. C'est quand même important de le redire. Donc, il y a 3 éléments qui caractérisent le psychotrauma. Donc, le premier, c'est la sidération. Donc, comme l'expliquait Sarah, quand le cerveau se bloque sous l'effet de la douleur, de la peur, le corps il est comme paralysé et ça empêche de réagir. En second temps, il y a la mémoire traumatique, puis la dissociation traumatique. Donc là, c'est quand
C'est un état d'anesthésie physique et émotionnelle qui déconnecte la victime de ses émotions. Elle se sent comme spectatrice des événements et comme avec un sentiment d'irréalité. Donc, en l'absence de prise en charge adaptée, ces troubles ils peuvent s'installer durablement et entraînent une importante souffrance psychique. Et cet état-là de syndrome post-traumatique, il se manifeste généralement par des reviviscences. Donc là, c'est en lien avec la mémoire traumatique que je citais à l'instant. Des symptômes d'évitement, comme évitement phobique de toute situation se rapportant au traumatisme. Et enfin, l'hyperactivité neurovégétative. Donc là, ça se traduit par un état de contrôle et d'hypervigilance. Donc la majorité des mineurs qu'on reçoit rencontrent des problèmes de santé, que ce soit avant ou après la prostitution, que les problèmes de santé soient physiques ou psychiques. Donc ça peut aller des IST, des troubles de stress post-traumatique avec des troubles alimentaires, des fortes crises d'angoisse, etc. Elles peuvent aussi avoir connu plusieurs hospitalisations suite à des violences sexuelles ou physiques subies, DTS, overdose de stupéfiants, etc. Donc, on remarque que ces conduites, on remarque également qu'il y a des conduites à risque importantes, telles que la consommation régulière d'alcool ou de drogue. Et ces conduites, du coup, elles peuvent être considérées comme des conduites dissociantes. Donc, encore une fois, un des symptômes du traumatisme. Donc, avec ces éléments cités, nous, on va adapter notre posture et nos interventions afin d'accompagner au mieux ces jeunes femmes. Donc là, je vais y revenir dans la partie suivante. Donc, au sein de la plateforme Femmes, il n'y a pas de professionnels soignants. C'est pour ça qu'on oriente systématiquement vers le soin. Donc, on accompagne, nous, ces jeunes femmes vers l'insertion socio-professionnelle. Donc là, je parle pour la PFVV, la plateforme globale, pas pour le dispositif ALBA. Et l'idée, c'est de pouvoir renforcer le pouvoir d'agir de ces jeunes femmes en les accompagnant vers l'accès au droit, la levée des freins et en travaillant le volet insertion professionnelle. L'insertion, c'est un des leviers pour favoriser la sortie de contextes de violence. Ça va permettre de rompre l'isolement, favoriser l'autonomie et également l'autonomie financière qui peut donner les moyens de partir parfois, la reprise de confiance en soi, etc. Donc, ces jeunes qui sont en situation de violence, pour elles, on remarque qu'il est souvent difficile de se projeter dans l'avenir. Donc, nous, on va essayer de respecter leur temporalité et de leur proposer des rendez-vous afin de parler d'elles, de leurs envies, de leurs projets, et non forcément des violences subies dans le parcours. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles, leur montrer qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent, que par exemple, même si on est en situation de décrochage scolaire, qu'on n'a pas le baccalauréat, il y a des dispositifs qui existent. L'idée, c'est de pouvoir leur montrer plusieurs ouvertures. Donc, on adopte bien évidemment une posture de non-jugement et de non-culpabilisation. Par exemple, si les jeunes femmes manquent plusieurs rendez-vous, parce qu'on peut comprendre qu'elles ont d'autres préoccupations, qu'elles soient prises psychiquement par autre chose, et bien là, encore une fois, on va respecter leur temporalité. On essaie aussi d'éviter les relations duelles. C'est pour ça qu'on travaille énormément en partenariat et on oriente vers le droit commun quand cela est envisageable. Donc, toutes ces méthodes-là, elles permettent, à mon sens, de contrer les stratégies de l'auteur. Donc, encore une fois, de favoriser l'autonomie et la reprise de confiance en soi. Concernant le volet santé, donc, comme je vous le disais, on oriente systématiquement vers les partenaires de soins existants en Loire-Atlantique. Donc, il y a plusieurs structures et associations qui accompagnent alors les femmes de manière générale sur les questions de santé mentale, mais moi, je vais plutôt m'attarder sur celles du coup qui accueillent les jeunes femmes et notamment les mineurs. Donc, c'est celles qui sont sur la droite du diaporama. Donc, en premier temps, il y a Santé Protégée 44. Donc, c'est un dispositif départemental qui accompagne les enfants et les adolescents qui sont concernés par une mesure de protection de l'enfance pour coordonner l'accès aux soins et le suivi de santé globale. Donc, par exemple, ça peut être trouver un médecin traitant, prendre un rendez-vous en urgence avec un spécialiste, faire un bilan de santé, etc. Et ça, Santé Protégée 44, c'est une expérimentation en Loire-Atlantique, mais je crois qu'elle tend à être déployée au niveau national.
Ensuite, il y a l'UAPED, donc c'est l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger du CHU de Nantes. Donc, c'est une unité pédiatrique qui est spécialisée pour l'accueil des enfants et des adolescents, pour une évaluation à la demande de la famille ou d'un professionnel. Elle les reçoit également pour un examen sur réquisition judiciaire. Il y a aussi le Triangle, donc, qui fait partie de l'association Opelia. Donc, eux, ils ont plusieurs services au sein de leur association, mais ils proposent notamment des consultations pour jeunes consommateurs, des dispositifs d'intervention précoce et de prévention. Ils proposent de la réduction des risques et ils ont aussi une équipe mobile qui propose de l'aller vers. Donc, il est nécessaire pour nous de développer des liens collectifs autour et avec les personnes en situation de prostitution. Nous travaillons ensemble pour pouvoir mieux accompagner, puisqu'il s'agit de situations complexes qui nécessitent un travail en pluridisciplinarité. Donc, des fois, au niveau du partenariat, ça peut être compliqué puisqu'il n'y a pas les mêmes formations au sein des structures ou les mêmes champs d'intervention entre partenaires. Donc, c'est pour ça qu'il est important de favoriser l'interconnaissance, euh, c'est-à-dire aller à la rencontre des partenaires. Par exemple, il y a nos collègues du dispositif ALBA qui proposent des sensibilisations sur le secteur de la Loire-Atlantique et ça permet de développer un langage commun et de pouvoir mieux travailler ensemble. Au niveau des freins rencontrés et des limites dans l'accompagnement, on constate qu'il y a une banalisation sur les questions de prostitution. Il y a certaines jeunes femmes qui ne réalisent pas avoir subi des actes de violence. Le terme prostitution, il ne va pas être forcément posé. On va plutôt entendre des termes type escorting, michetonnage, etc. Ces jeunes-là, elles expliquent souvent qu'elles gèrent la situation. Et du coup, c'est plutôt nos collègues du dispositif ALBA qui peuvent intervenir dans ce cadre-là afin d'accompagner sur la conscientisation du statut de victime. En deuxième frein, alors là, de manière plus générale, pas forcément spécifique aux mineurs, on repère également des freins au niveau des situations administratives. Donc, il y a peu de lieux accueillant les personnes en situation irrégulière sur le territoire, notamment sur le volet santé. Or, comme l'expliquait Maïla, ces femmes qui sont plus vulnérables de par la précarité engendrée par leur situation sociale. Et enfin, au niveau des lieux de soins, notamment des lieux spécialistes du psychotrauma, ils ne sont pas nombreux, en tout cas sur la Loire-Atlantique, et du coup, la liste d'attente peut être importante. Et du coup, pour conclure, donc la précarité est un facteur aggravant dans le parcours des femmes qui augmente bien évidemment le risque de violence. Les femmes victimes de violences, quel que soit leur âge ou leur situation familiale, elles ont besoin d'un accompagnement médico-psychosocial individualisé, tu en parlais tout à l'heure Marine, délivré par les professionnels formés tout au long de leur parcours. Merci. Merci beaucoup, Meryl. On va pouvoir aussi aller un peu plus en termes de questions sur, effectivement, il y a un besoin propre aux jeunes filles. Aujourd'hui, vous le savez, il y a un accueil il y a un accueil spécialisé qui s'appelle Le Filles une femme, un toit, qui était dédié en fait à cet accueil de jour aux jeunes filles pour apporter à la fois un accompagnement social, mais aussi un accompagnement à la santé orienté. Quels seraient, selon toi, les besoins des professionnels pour améliorer l'accompagnement à la santé des jeunes filles au regard de toutes les difficultés que tu as énumérées, c'est-à-dire voilà, liées à la prostitution, liées à la précarité, liées aux vulnérabilités spécifiques en tant que jeune fille. Tu pourrais redire la question, s'il te plaît, Marine? Pardon. Quelles recommandations tu pourrais émettre suite aux difficultés rencontrées aujourd'hui par l'absence de dispositifs réellement dédiés? Enfin, il y en a certains, mais il n'y en a pas assez sur les territoires. Nous, on a beaucoup de retours de professionnels comment mieux accompagner ces jeunes filles, surtout les jeunes filles sortantes d'ASE, qui cumulent le nombre de précarité, de violences de par leur parcours et qui sont... Voilà. Oui, tout à fait. Excuse-moi, c'est parce que je lisais une autre question sur le chat. Oui, effectivement, il y a très peu de lieux spécialisés voilà, sur les questions de santé et encore moins pour ces publics bien, bien précis. Et c'est pour ça, je trouve qu'il est hyper important qu'on travaille tous en partenariat. Là, tu vois, on vient
de créer la plateforme globale, elle est assez récente. Et du coup, l'idée, c'était d'aller rencontrer les partenaires qui existaient sur Nantes pour voilà, essayer de créer du lien et puis pour favoriser cette question-là de partenariat pour pouvoir mieux accompagner ces jeunes femmes. Mm. Et après, au niveau du manque d'institutions, malheureusement pas de notes faits. Il y aurait beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là, au niveau national pour le coup. Là, je sais que je parlais plutôt spécifique à la Loire-Atlantique. Je ne sais pas s'il y a d'autres associations qui sont spécialisées dans d'autres départements sur l'accueil de, de mineurs, notamment pour les questions de santé. Là, par exemple, Santé Protégée qui font un travail génial. Du coup, a priori, ça tend à être développé dans d'autres départements, donc ce qui serait super. Merci. Et dernière question, mais ça c'est plus en rapport avec les JO, c'est important de l'aborder aussi ici. L'impact des JO. J'ai eu de nombreuses remontées d'adhérents, adhérentes, qui s'inquiètent justement sur la prostitution des mineurs et sur le fait que ces mineurs qui ont pu être en tout cas repérés, identifiés, vont au regard des JO et des activités des JO être mouvants sur le territoire. Et ce qui va être très compliqué à la fois pour mieux les repérer, identifier, mais surtout les protéger. Mm. Je ne sais pas si des actions vont être entreprises, si vous inscrivez dans vos partenariats, dans votre coordination sur la Loire-Atlantique pour essayer d'y répondre. Et... Alors, c'est pas un sujet qu'on a forcément abordé, peut-être plus le dispositif ALBA qui est spécialisé du coup dans l'accompagnement des mineurs en situation de prostitution. Peut-être qu'ils auront une vigilance sur notamment les mobilités pour les mineurs du coup de Nantes, entre Nantes, Paris, etc. Peut-être voilà, que les collègues auront une vigilance et encore une fois, ils se mettront, je pense, en lien avec les équipes éducatives de l'ASE pour essayer de voir voilà, au niveau des fugues si voilà, il y a de la mobilité entre nos deux départements. Peut-être qu'il y aura une vigilance encore plus étoffée à cette période-là. Mais moi, ça, je ne pourrais pas vous dire. C'est plutôt mes collègues du Ouais. dispositif ALBA qui Non, mais pourront c'est les besoins en santé mentale aussi, pourront comment vous répondre. réussir à, Mm. pour ces jeunes sortant surtout d'ASE, à les accompagner et répondre aux besoins. Bah, merci beaucoup, Meryl. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on peut encore en prendre deux. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, nous allons conclure. Il y avait juste une question Vas-y. que je vois en dehors, c'est en CHRS hébergeant un couple, s'il y a des connaissances sur des violences conjugales, est-ce qu'il y a une obligation pour protéger la victime? Oui, il y a la question de l'éviction du conjoint violent, mais ça nécessite, pour les professionnels, ça c'est une question qui nous vient souvent, justement de devoir porter, enfin, en tout cas s'inscrire dans une IP, donc aussi et donc informer de nouveau le 115 pour une remise à la rue, pour une réorientation. Mais après, ça nécessite un protocole de prise en charge adapté au sein de l'établissement. Très bien. On va pouvoir conclure à deux voix. Bon, bah, nous allons conclure. Donc, on vous remercie toutes pour votre riche participation. Comme évoqué précédemment, le webinaire sera mis en ligne sur notre plateforme YouTube de la Fédération des acteurs et actrices de la solidarité. Donc, vous pourrez y retrouver à la fois les interventions et les PPT présentés. Nous allons également mettre sur notre site internet fédérationsolidarité.org les différents PPT et créer un outil un peu récapitulatif. Ça, c'est Charline qui sera chargée de le rédiger. Voilà, si vous souhaitez avoir des outils, des informations. Et nous avons aussi pour habitude de diffuser à notre réseau, que ce soit adhérents et partenaires, nos actions et activités et plaidoyers. La fédération est engagée depuis de nombreuses années en faveur des droits des femmes en situation de précarité. Nous avons donc élaboré un plaidoyer sur la santé des femmes en situation de précarité dédié.
dans lequel nous avons pu faire des focus spécifiques à la fois sur la nécessité de mieux accompagner sur le volet psychosocial les femmes victimes de violences, mais également sur la santé mentale des femmes, les besoins spécifiques des femmes réfugiées exilées, avec un focus traite. Nous avons également pu faire un focus sur les femmes en situation de grossesse et qui viennent d'accoucher aussi, puisque ça, malheureusement, il y a de nombreux publics aujourd'hui à la rue. Il y a des besoins spécifiques d'accompagnement psychosocial qui nécessitent que les professionnels soient formés. À cette occasion, on organise de nombreuses actions au sein de notre réseau, au sein de nos fédérations régionales, pour améliorer l'accompagnement des femmes, de tous les publics femmes, que ce soit au niveau des structures d'insertion par l'activité économique, puisqu'on est très investi sur l'égalité professionnelle, mieux identifier pour les directions les femmes victimes de violences conjugales ou au sein de leur structure. On est également très engagé sur la mixité des métiers. Tout métier peut être fait par une femme, il suffit juste peut-être d'adapter les supports. On a engagé aussi des actions sur l'amélioration des conditions d'hébergement des femmes dans les structures d'hébergement mixte, bien évidemment en précisant aussi qu'il faut ouvrir plus de places femmes victimes de violences au sein de structures d'hébergement spécialisées et bien évidemment aussi des structures d'hébergement pour femmes isolées. On est également très investi sur l'accès au logement des femmes, puisqu'on connaît tous les freins qu'elles peuvent rencontrer à la fois sur le travail précaire, des contrats à durée déterminée, la sortie loyer bien évidemment trop chère et la nécessité aussi pour les familles isolées ayant pour chef de famille des femmes d'avoir accès à des logements, en tout cas du logement social en centre-ville, près des transports, près des services publics, près des crèches, près des écoles pour faciliter leur parentalité et on va dire alléger leur charge mentale. Voilà, bah, on remercie. Je laisse Charline conclure et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci, ben, ta conclusion était très complète, Marine. Donc, on se retrouve donc, sur notre site internet. Vous pouvez également retrouver nos coordonnées si besoin. Il faut savoir que du coup, la fédération est présente sur 13 régions, avec également du coup, des collègues référents et référentes sur la santé. Donc, n'hésitez pas à contacter la fédération de votre région. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à nos intervenantes pour le temps et les présentations. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup à toutes. Au revoir, merci Bonne beaucoup. journée. Merci, au revoir.